YouTube, nous revoici pour cette 4e partie des questions-réponses, vu que le Marvin est de retour de sa pause C'est moi. Donc si vous avez des questions à poser à Marvin, allons-y. Moi j'avais une première question. Dis-moi. Déjà, pourquoi cet enfant s'est pris un Damnatio Memoriae? Mais ensuite, c'est terrible. Mais en fait... C'est pas un Damnatio Memoriae, ça c'est juste 2000 ans qui sont passés, salaud. Non, moi je pense qu'il a dit, il a insulté Trajan il a fait c'est bien, et il a fait effacer son visage. Bref, non, mais j'allais avoir une vraie question là-dessus, parce que en gros on voit qu'il a fait de grosses réformes sociales, Trajan notamment. Bon alors, je pense que les effacements du fisc c'est pas vraiment de la réforme sociale, c'est plus un cadeau fiscal fait aux réformes économiques. C'est des réformes économiques. Par contre, le fait de mettre comme ça, parce que ça doit représenter quand même une certaine dose de grain, le fameux don de nourriture aux enfants esselés, c'est ça? Aux enfants... Alors, le truc exact, c'est... Déjà, ça se passe qu'en Italie. D'accord, c'est qu'en Italie, voilà, donc déjà... Voilà, ça c'est parce que l'Italie, c'est le cœur de l'Empire, quoi. Oui, c'est aussi le cœur des citoyens romains. Ça se passe donc en 100, et il faut savoir que, d'abord, il accorde après je crois, 5000 orphelins, c'est beaucoup les orphelins ou les enfants pauvres, des distributions gratuites de grains. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'on a beaucoup de plaques. En fait, il y a pas mal de plaques de bronze, etc., de décrets impériaux ou de conneries en général même, qui nous sont restées, qui nous permettent de connaître des détails, par exemple. C'est écrit sur une plaque de bronze justement les modalités de l'aide alimentaire là. Et par exemple, 5000 orphelins, tu vois, donc c'est pas à peu près, on sait. C'est pas non plus un gouffre financier, ça coûte de l'argent. Ouais. C'est une politique globale de gestion de crise économique, c'est une politique sociale en vrai. Okay. Ça permet sa réputation en tant qu'empereur et ça montre qu'il est soucieux du bien-être de son peuple. C'est le trait du prince, quoi, simplement, du bon prince. Mais... Alors, on sait par ville sur la table quelle ville a touché quoi. J'avais noté un exemple, par exemple. Dans la ville de Velea, là où on a trouvé une plaque de bronze liée à ça justement, il y a 300 enfants qui ont bénéficié de ça. C'est même écrit 264 garçons touchent 16 sesterces par mois, c'est les aides sociales littéralement. 36 filles touchent 12 sesterces par mois, vraiment pour qu'ils puissent acheter du pain. Et il y a vraiment la sécu avant leur façon de parler. Je caricature énormément. Bah non, mais moi j'allais dire des plans sociaux comme ça, de grandes constructions, plus d'argent. C'est François Mitterrand. Non. Je voulais dire oui, effectivement, c'est une politique un peu socialiste pour le coup, et assez surprenante de la part C'est des politiques un peu sociales. Après, bon, ça coûte... C'est pas ça qui a coûté le plus cher, ça coûte un peu d'argent, on va pas se mentir quand même. Totalement. Mais c'est beaucoup de propagande, et puis même c'est pour que l'Empire soit prospère. Hein. Un empire prospère, c'est bon pour les affaires. Ça arrive. Il y avait Monsieur Eriki qui avait dit pourquoi avoir abandonné les montagnes des Carpates, ce sont de super barrières face à des menaces extérieures. Bon, moi je pense avoir déjà une première idée. C'est bien plus tard, en fait c'est lié durant les crises du IIIe siècle, où l'Empire est dans une telle situation de cauchemar littéralement. Pour vous donner une idée, il y a des provinces entières qui vont pas prendre l'indépendance, mais presque. C'est une guerre civile, les empereurs ils changent toutes les 2 semaines. Voilà, le cliché des empereurs romains assassinés qui changent toutes les 2 semaines, ça date de cette époque. On essaie déjà de tenir un empire qui tient la route. Et il y a des provinces extérieures. Et au même moment, en fait, de tout ce bordel, donc on évoquera, il y a les barbares qui sont chauds, mais chauds patates sur les frontières. Et en fait, on n'arrive pas à la tenir. On tient plus la Dacie en fait. Donc on décide de se replier sur le Danube, c'est Aurélien qui décide ça justement, on a parlé d'Aurélien à un moment, qui décide de replier sur le Rhin et le Danube. C'est pareil, les champs d'écumates, on en a parlé, les Romains vont finir par les perdre plus tard. Si on se replie sur les frontières naturelles qu'on peut tenir... Et surtout, il y a les frontières naturelles, mais c'est plus tenable. Surtout, c'est ce que je disais aussi, c'est que l'Empire romain ne peut tenir qu'un front à la fois. Donc s'il fait 4 guerres en même temps, je vous laisse imaginer à quel point c'est un enfer. Et surtout, c'est peut-être plus facile, justement, comme on l'a vu lors des guerres qu'a mené Trajan, c'est plus facile d'utiliser une douve naturelle. C'est plus facile d'utiliser une douve naturelle pour faire circuler ta flotte en appui de tes troupes terrestres qui ont fortifié derrière sur des trucs qui sont plutôt plats, que te battre avec des formations que tu peux pas appliquer dans des montagnes. Les Romains aiment pas du tout se battre dans autre chose que de la plaine en général. Donc
Enfin, arrête-moi les légions romaines, si je me stoppe. les légions romaines vont évoluer avec le temps pour face à la situation, mais à c'est cette époque-là, compliqué. voilà. Hein. Connaissons-nous l'origine géographique, ça c'est Big Ben Bounou, connaissons-nous l'origine géographique des légionnaires romains pendant la Pax Romana? Il y avait plus de soldats qui venaient de la partie ouest de l'Empire? Alors oui et non. Alors c'est-à-dire qu'en fait on les connaît par rapport au diplôme militaire. Alors j'explique. On a beaucoup de sources sur l'Empire romain et là-dessus on a beaucoup de chance. Parce qu'on donnait des diplômes militaires quand tu avais fini ta carrière, etc. Que ça te donnait par exemple la citoyenneté romaine, etc. Et en retrouvant ces diplômes militaires, on peut savoir d'où venaient les légionnaires à ce moment-là, par exemple les soldats, et même d'une manière aussi par les cultes qu'ils apportent. Je vais te donner un exemple. Moi qui suis originaire de Metz, coucou, en Lorraine, c'était une ville importante à l'époque romaine. Je faisais, je crois, 20 000 habitants, quelque chose comme ça. Ce qui est franchement une bonne population pour une cité romaine classique. Vraiment, c'est très sympa. Je t'ai vu sourire. Non, je ne parlerai pas de Nancy qui n'existait pas. Et en fait, ils ont importé les légionnaires dans le coin des divinités qui viennent d'Égypte. Ce qui fait qu'à Metz, on retrouve des statues de Isis. Voilà, rien que ça. Donc, on a des indices qui permettent de savoir d'où venaient les légionnaires. Est-ce que... ouais, voilà, il y en a qui disent... on trouve, en fait, tout simplement, toutes sortes de choses. Soit des diplômes militaires, Ah, je trouve pas mon mot, des petites statuettes, on va dire, enfin, par rapport à la religion. Donc, est-ce qu'on sait d'où venaient les légionnaires? Oui. Est-ce qu'il y avait une province où venaient plus? Pas à ma connaissance, de mémoire. Il n'y a pas de province où on vient le plus. Pas tant que ça d'Italie, étonnamment, parce que déjà, les Pérégrins ne peuvent pas venir d'Italie, parce que l'Italie va la souveraineté romaine. Mais d'un peu toutes les provinces. Après, je pourrais creuser le sujet. Il faudrait faire une vidéo éventuellement sur les légionnaires romains. Bah, oui, il faudrait qu'on le fasse sur la Légion pour avoir romaine. plus de détails, parce que là, tout de suite, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, en fait. Hein. Ok. Bah, si on n'a pas d'exemple, on va pas perdurer sur le sujet. Je te propose de passer sur une question suivante. Pourquoi l'Afrique est aussi calme, demande Monsieur Iriki. Il y a personne. Non, mais on rigole, mais l'Empire romain, en Afrique... en fait, c'est que de l'autre côté de la frontière, et encore, il n'y a pas de frontière, le concept de frontière n'existe pas, c'est très vague. Il y a le désert du Sahara en dessous. Ouais. Donc, et c'est pas grand monde. En fait. Et c'est principalement peut-être des tribus nomades. On trouve des tribus qu'on retrouve à tout savoir, les Gétules, les oui, on les voit ici. Ici. Mais il y a des tribus dans l'Atlas, mais le problème c'est que les Romains, faut pas croire, mais les cités sont fortifiées, sont des provinces plutôt prospères. Et ils ont des garnisons pour se défendre. Et en fait, tout simplement, les rapports sont bons par rapport au commerce. Oui, parce que... Faut pas croire, la frontière germanique, dans les grandes lignes, est plutôt calme, même pour l'époque. Et puis même, on va rappeler un truc sur l'Afrique, c'est que, en gros, la tradition, c'est les Romains ont aidé à péter les Carthaginois. Cette tradition est morte. Voilà, oui. Non, parce que les Romains ont pété ensuite les mecs... Les Numides, oui, c'est vrai. Les Romains ont pété les Numides, donc ça fait longtemps, voilà, c'est plus libérateur. Mais disons que... Mais après ça, j'imagine qu'une fois que tu t'as montré que effectivement, bon, la bienveillance, ça va 2 minutes, et ensuite, par contre, t'es bien installé et tu dis, bon, maintenant, on fait du commerce. Je pense qu'effectivement, les mecs, ils ont dit, bon, écoutez, oui, on va faire du commerce. En fait, l'Afrique romaine est dans les grandes lignes. Mais d'accord, ok, je savais pas que c'était... calme, et même assez prospère. Hein. Par exemple, en Tripolitaine, la ville de Leptis Magna est très prospère, et il y aura même des empereurs qui viendront de là. La ville la plus chiante à tenir. Jusqu'à ce que des tremblements de terre viennent dire à la ville, t'arrêtes d'exister. Mais concrètement, c'est assez stable. Ça se passe pas trop mal. Et surtout, les Antonins, les Flaviens ont beaucoup pacifié le coin en fait. Ok. Parce qu'il y avait déjà eu des révoltes en fait à ce moment-là. Il y a eu des incursions avec des peuples comme les Garamantes par exemple, mais Vespasien s'en était chargé, en fait, simplement. Il y a des légions qui sont présentes, faut pas croire. Il y en a une, deux, je crois, qui sont présentes. Ils sont... c'est pour ça qu'ils ont pu calmer aussi vite Cyrène et Alexandrie, par exemple, en gros. Parce que comme t'avais des légions en Tripolitaine, oui, ça aide, du coup.
pour ça que ça a duré C'est 2 ans, cette ça. histoire. Il y a des fois des petites révoltes mais de tribus qui veulent pas payer le tribut à Rome. Bah, on fait des petites expéditions pour les calmer et puis ça passe. Il y a pas de force digne de ce nom pour vraiment poser un conflit aux Romains. Enfin, un conflit, pardon. Un conflit Un sérieux, quoi. problème digne de ce nom aux Romains. Oui, parce Voilà. que en gros, Dès qu'il y a un en problème. gros, sur la logistique, le problème, c'est que par exemple, en fait, toute la flotte est contrôlée par les Romains, les routes sont contrôlées par les Romains, et surtout, en fait, les seules villes que tu vas attaquer, elles sont fortifiées, donc t'as intérêt à t'y Néanmoins, connaître un peu en il y a polyurcétique, quand même j'imagine. une petite Ouais. nuance, c'est que le territoire est pas si contrôlé que ça. Enfin, le territoire va tout au long de la période de l'Empire romain doucement reculer vers les côtes, parce que vu qu'il n'y a pas de concept de frontière, alors quand t'as le Danube et le Rhin, bon, la frontière elle est plutôt claire. Mais quand là il y a rien à part des montagnes, Bah, et ouais, encore les montagnes elles changent d'un endroit à l'autre. t'as En fait, t'es t'as dans l'Empire à partir du moment où tu tombes sur des terres qui sont sous le cultivé. contrôle d'une cité. Ouais, Voilà. Dès que tu as l'influence, c'est ça. Et doucement mais sûrement, ça peut être lié à des aléas naturels comme des tremblements de terre, coucou les petits magnas. ouais, l'avancée du L'influence désert. romaine va doucement reculer en Afrique parce qu'au fur et à mesure qu'il y aura d'autres problèmes, bah, l'Empire est concentré ailleurs. Alors je dis pas qu'il va pas régler les problèmes en Afrique, mais doucement il va reculer. Après il tiendra toujours les grandes villes jusqu'au bout, Ok. sans problème, mais ça va. Big Ben Bounou qui demandait, quand on parle de dynastie, y a-t-il nécessairement un lien de famille entre les empereurs? On a déjà abordé ça, mais on va revenir un petit peu dessus. Pas forcément, du coup. Alors, oui et non. Du moins, durant quasiment toute la période. Comment dire? Il y a une volonté dynastique, clairement, présente par les empereurs romains de ta famille, et les Romains ont aucun problème, étonnamment pour des mecs qui aiment pas la monarchie, et qui ont une monarchie sans faire exprès à leur tête. Comme j'ai dit, c'est toujours très subtil. Hein. Pendant longtemps, ça va être subtil. Faut attendre justement les crises du 3e siècle, où là, par contre, on va totalement assumer le côté monarque plus tard. Mais on l'assume pas pendant très longtemps. Comme j'ai dit, il y a cette logique de magistrature, donc il n'y a pas la logique non plus de la dynastie, comme une dynastie royale, comme on peut l'entendre, qui est sacrée, etc. Et même, c'est pas très bien vu les nécessairement, justement, en plus, pour le C'est pas spécialement bien vu, mais les Romains n'ont pas de souci avec une dynastie. Néanmoins, il y a quand même une logique présente, et qui va être de plus en plus présente avec le temps, ce qui va arriver, qu'on va avoir de plus en plus une logique quand même monarchique. C'est que on est lié au mec précédent. Donc souvent, on va le prochain, s'il est pas de ta famille, tu l'adoptes. Tu vois, c'est comme Trajan, il s'est fait adopter. Et inversement, il y a des empereurs qui vont faire ça plus tard, c'est qu'ils vont se faire adopter à titre posthume. C'est-à-dire, ils vont dire, moi je suis empereur, j'ai été adopté par genre Trajan. Il est mort il y a 150 ans. Non, mais il m'a adopté. Il y a des empereurs qui vont faire ça à titre posthume, je descends de Trajan, par exemple, qui est cité. Je descends parce que j'ai été adopté. On a vraiment une logique de rattachement aux grandes dynasties. Ouais, qui est quelque chose qui était déjà utilisé sur les Julio-Claudiens. Même s'il y a par exemple, pour prendre la première dynastie Julio-Claudien, quand Néron gagne, est assassiné, on considère que, vu qu'il y a déjà plus personne pour prendre le titre, que la dynastie n'a plus la protection des dieux. La protection des dieux, c'est important, la religion quand même. Hein. Ça régit pas, mais c'est quand même un minimum important, surtout le culte impérial. Elle n'est plus protégée par les dieux, elle n'est plus digne. Donc on transfère les pouvoirs et les capacités de la précédente dynastie à la nouvelle. Voilà, à celui qui lance une nouvelle. Donc il y a toujours une volonté de faire une dynastie. C'est vraiment ce que j'ai dit, c'est que l'Empire romain, durant une bonne partie de son histoire, jusqu'à ce qu'il assume son côté monarchique, c'est vraiment... mais on est une république, mais en même temps non, mais une république quand même, mais en même temps non. C'est ouais, mais je suis empereur, mais je tape la bise. À la fin de l'Empire romain, c'est tu t'agenouilles devant moi et tu baises mes babouches. Ça roule. Au sens propre du terme, vu qu'un certain Mehmet II va dire que je suis empereur des Romains. Ah oui, c'est pas faux ça. Jusqu'au bout, ce sera au sens propre du terme. Du coup, alors dis-moi. Pas d'autres questions, visiblement. J'ai répondu tant que ça aux questions. Ben ouais, disons que la dernière question a été posée par Veriki, n'était pas... Donc le titre d'empereur a un côté sacré. Pas encore. Alors, pas encore, ça pareil, c'est pas un titre. Comme j'ai dit, c'est une succession de magistrature. Donc il n'y a pas de titre digne de ce nom, empereur. Faut attendre beaucoup plus tard, par exemple les empereurs byzantins ont le titre officiel de Basileus.
Et le côté sacré n'est pas encore présent. Le côté sacré, il va vraiment venir avec la crise du 3e siècle. Les empereurs romains vont vraiment... Bah, c'est à partir de les crises du 3e siècle que les Romains vont commencer à avoir une couronne, un diadème. Il va falloir s'agenouiller devant l'empereur, par exemple, que sa personne est sacrée, on ne le touche pas. Ils vont piquer ça aux Perses, d'ailleurs, les Romains. Jean-Luc Mélenchonus, c'est Oh ma personne est sacrée. Ma personne est sacrée. La République, c'est moi. Il y a un peu de ça, mais c'est à ce moment-là que va venir le côté sacré, encore plus avec le christianisme qui va pousser ça encore plus à l'extrême, parce que ouais, bah on peut dire les deux, hein, Romain d'Orient, pas byzantin. Mieux, tu dis romain tout court, tu dis pas romain d'Orient, tu dis romain. Minouais dans la Chine des rats. D'ailleurs, en parlant de la Chine, monsieur le mandarin, Kak Jojo de votre état, si vous avez envie aussi à un moment de faire un joli PowerPoint et de venir présenter des choses, on sera très heureux de vous recevoir et de faire quelques petites présentations, surtout que je connais votre attachement à faire des cartes. Il y a vraiment pas une logique de dynastie sacrée, il y a une logique de... Ils ont ta dynastie, l'empereur et ceux qui doivent l'hériter, enfin ceux qui considèrent comme ses successeurs, vu qu'Auguste avait négocié, avait habilement fait en sorte de pouvoir choisir son successeur. Il y a vraiment la logique de magistrature suprême. Ils ont les pouvoirs, on leur donne des magistratures spéciales. C'est, comme j'ai dit avec Pline, il est au-dessus des lois. Mais il n'y a pas de logique de sacré. Il faut voir à quelle facilité on arrive à les buter d'ailleurs, hein, les empereurs. On tente pas, le coup de couteau, etc. Ça m'a posé problème à l'Empire jusqu'au bout d'ailleurs. Hein. Jusqu'à la chute de Constantinople, il y a ce problème de... Ils vont même réussir à le contourner en fait, les Byzantins, le côté sacré qu'ils vont avoir avec le christianisme, parce que t'étais sacré, absolument, t'étais parfait en fait, physiquement. C'est-à-dire que si tu te manquais un nez, bah t'étais plus sacré, donc tu pouvais plus être empereur. Donc ils vont réussir à le contourner. Il y a même un empereur qui va faire... Je t'ai volé ton nez, t'es plus sacré. Voilà, et il faut savoir que il y avait c'est pour ça d'ailleurs que si vous jouez à un jeu comme Crusader King par exemple, vous pouvez de manière très simple faire eunuque des personnages ou crever les yeux avec Byzance, qui est une grande mode justement à Byzance de crever les yeux pour casser la noblesse des gens, le côté sacré des gens. Et du coup il y a même une anecdote, c'est qu'un empereur, je sais plus lequel, faudrait que je retrouve le nom, on va lui couper le nez pour lui casser son côté sacré et il peut plus être empereur, et il va revenir, il s'est fait un nez en or. Il va faire une prothèse en or d'année. Bitch, please. Et on va lui dire putain. Ouais, c'est ça, l'empereur perd une arme, moins 50 points de piété. Bon, si t'as perdu, ça sera chez lui ça, encore si tu as perdu à cause d'une bataille ou à côté naturel, bon, t'as passé une arme, t'es vieux, d'accord, t'es blessé dans l'action, ok, mais voilà. Jusqu'au bout, l'Empire romain, en fait, va contourner le côté sacré, donc les ça gens va apparaître avec le temps. Les gens en général avec l'empereur. Tu es empereur? Arrête. Tu es sacré? Arrête. C'est ça. C'est jusqu'au bout, ce sera le cauchemar de l'Empire romain. Il y avait un historien, en plus je l'ai noté, mais je trouve que je l'ai noté, j'ai fait des feuilles, j'ai travaillé quand même. Je l'ai noté quelque part. Je l'ai noté quelque... Oh, je sais plus, je te retrouve ça dans 10 secondes, hein, en attendant, si t'as d'autres questions. Non, on a plus de questions par rapport à ça. Donc, ma foi, que je pense qu'on va s'arrêter ici et proposer, de rester juste pour le petit raid. J'ai retrouvé. Ah, mon hippopotame. Ça va être de Jérôme France et de Frédéric comment j'ai écrit ça? J'aurais pu le prononcer. Ils vont me tuer quand ils vont apprendre, je sais plus prononcer historien. Qui avaient dit que la succession, ça va être la faiblesse congénitale du régime impérial. Oh, voilà. C'est joli. C'est vraiment le défaut. Très bien. Moi, ce que je te propose, c'est que on a fini. On va faire un raid, évidemment, chez Sébastosphik, donc je vous invite à rester. Les sources que tu as, donc tes lectures, etc., on les retrouvera évidemment en description de YouTube. Voilà. Encore une fois, merci à toi, parce que moi, j'avais pas de légitimité, j'ai pas de cursus, effectivement, dans l'histoire, donc je veux bien faire mes petites vidéos où je tisse avec ce que je trouve, avec ce que j'ai aussi dans les bouquins, parce que par exemple, effectivement, bon, j'ai quand même cette merveilleuse suite de livres dont je parle souvent, qui est Mondes Anciens, qui est fait sous la direction de Joël Cornette et qui gère ça vraiment très bien. Donc Mondes Anciens, c'est quand même une très bonne série de bouquins. Après, il y a d'autres bouquins que vous pouvez prendre, bien sûr. Il faut diversifier ses lectures, il faut diversifier ses sources. Mais c'est pas parce que je lis des bouquins, si vous voulez, que je vais avoir une analyse
intéressante. Donc vraiment merci à toi parce que c'est grâce à toi et aux autres personnes qui effectivement rebondiront sur cette opportunité de pouvoir faire des contenus historiques ensemble qu'on va pouvoir développer des choses carrées. Bah écoute, ce fut un vrai plaisir, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi, mesdames et messieurs, et toi aussi, CJ, et avec grand plaisir de faire la suite. Bah du coup la suite vendredi prochain, et vendredi prochain on a... Franchement chaud. Bah vendredi prochain J'allais te proposer. du coup vendredi prochain on attaque Adrien.